Bonjour à tous, on est ravis de vous avoir pour un webinaire sur l'internationalisation bas carbone et sur toutes les évolutions réglementaires qui vous attendent bientôt ou en tout cas dans les prochaines années. On est ravis d'avoir avec nous nos partenaires DS Avocats et BPI France, les équipes notamment du plan climat avec lesquelles on travaille ce webinaire. L'idée, c'est qu'on puisse vous apporter un éclairage sur où en est la réglementation et comment ça peut vous impacter, dirigeants d'entreprise, directeurs administratifs et financiers, responsables RSE, responsables industriels. Voilà, ça va être un sujet qui va vraiment vous impacter tous, de près ou de loin, dans les prochaines semaines, dans les prochaines années. Donc l'idée, c'est que on va commencer cette présentation par chacun va se présenter rapidement. L'idée, c'est que dans cette heure qu'on va passer ensemble, on va garder d'abord un espace une quinzaine de minutes pour écouter vos questions, mais on va zoomer sur le contexte réglementaire et notamment le nouveau cadre carbone, CSRD, reporting extra-financier. On zoomera ensemble sur les points de vigilance que vous allez devoir anticiper en tant qu'organisation, en tant qu'entreprise, vis-à-vis de vos clients, vis-à-vis de vos partenaires, vis-à-vis de vos fournisseurs. On regardera aussi les impacts très concrets, opérationnels et stratégiques que vos organisations vont rencontrer, aussi bien en France qu'en lien avec leurs marchés internationaux. On verra aussi, on fera un zoom sur ce qui gravite au sein de la Commission européenne. Et ça, c'est Lola Merveille qui nous apportera un éclairage sur voilà, où en est l'Union européenne sur le sujet. Et puis, quels vont être des impacts à prendre en compte, à prendre en considération sur votre stratégie d'internationalisation. Donc, on a le plaisir d'avoir DS Avocats et BPI France. Et je propose à BPI de commencer le petit tour de présentation. Eh ben, avec plaisir. Bonsoir à toutes et à tous. Amélie Poncin, je travaille donc chez BPI France depuis une quinzaine d'années et depuis 18 mois maintenant, j'occupe le poste de chargée de coordination du plan climat. Donc, de manière très opérationnelle, je déploie le plan climat au sein de BPI France sur la direction régionale des Pays de la Loire. Donc, à la fois, je fais monter en compétence mes collègues chargés d'affaires, ceux qui sont en relation avec nos clients entreprises. Et puis, par ailleurs, je représente BPI France et la Banque du Climat au sein des écosystèmes, que ce soit des banques, des syndicats professionnels, de filières, des associations de dirigeants, etc. Et je passe la parole à Lola, ma collègue. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc Lola Merveille, je suis dans les équipes internationales et européennes de BPI France. Je suis responsable du bureau de représentation ici à Bruxelles auprès des institutions européennes, où on est un peu la tête de pont de BPI France pour anticiper les évolutions réglementaires qui impactent BPI France, mais aussi ses entreprises partenaires clientes. Ce qui nous amènera à pouvoir échanger avec vous sur les sujets de la CSRD et de la taxonomie pour vous dire un peu de quoi il en retourne et en quoi ça peut être à la fois un challenge mais aussi des opportunités pour vos activités. Merci Lola. Amélie, je passe la parole à Yvon. Bonjour à tous, je suis Yvon Martinet, je co-dirige avec Patricia Savin chez DS Avocats l'équipe Environnement Développement Durable. DS Avocats qui est un cabinet français d'origine mais très internationalisé avec des présences notamment en Asie, en Chine en particulier depuis longtemps, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord et en Europe. Notre activité en environnement est spécifique en ce que nous sommes la seule équipe d'environnement à être OTI, organisme tiers indépendant, à pouvoir faire donc la révision des DPEF, déclaration de performance extra-financière, et des sociétés à mission. Nous sommes accrédités pour cela par le COFRAC et nous sommes encore une fois l'unique équipe avocat OTI, d'où notre spécificité, on va dire, sur ces questions. Merci Yvon. Marine Guillard. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Marine Guillard, directrice de projet au sein d'Altios, en charge notamment de la co-construction et de la mise en action de la politique RSE au niveau du groupe, donc au travers de nos 32 bureaux répartis dans 22 pays, et également en conseil en prêt d'entreprise, en particulier sur les parcours internationaux bas carbone dont on vous parlera tout à l'heure. Et donc, pour finir, Gaël Sabac, je suis directeur associé au sein d'Altios France en charge de l'accompagnement stratégique de nos clients et notamment de l'innovation des métiers du conseil qui nous a amené à monter des parcours bas carbone dont on fera le focus à la fin de ce webinaire. Donc voilà, merci à tous. On va passer un temps ensemble pour déjà peut-être vous expliquer sur pourquoi on en est là aujourd'hui
Et on va revenir là-dessus avec Amélie. L'idée, c'est que donc, nous, on est un acteur d'ores et déjà très international. On a 22 implantations, plus d'une trentaine de filiales dans les différents marchés mondiaux. Donc Altios, poussé notamment par une démarche poussée par les collaborateurs, a vraiment s'est engagé dans une trajectoire bas carbone. On a fait notre bilan carbone et en fait, on s'est rendu compte que le cœur de notre impact, il était vraiment sur la manière dont nos clients vont se déployer à l'international et que finalement, notre bilan carbone était relatif, mais on était un acteur mondial, on était au sens de l'Union européenne, une ETI. Aujourd'hui, on n'est plus une PME, puisqu'il y a plus de 700 personnes et puis 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, ce dont on va parler aujourd'hui, la CSRD, l'extra-financier, la manière d'accompagner nos clients nous concerne directement. Après, on le verra ensemble, c'est important d'être accompagné dans cette démarche-là, parce qu'aujourd'hui, il y avait un petit peu un absent, c'est qu'on parlait beaucoup d'accompagnement carbone ou de transition RSE France, mais on avait du mal à emmener le sujet international. Et là, on s'est dit justement, main dans la main avec Amélie et les équipes de BPI, on va prendre ce pari d'emmener l'international au cœur de la réflexion carbone. Donc là, l'idée, c'est que pour venir un petit peu sur pourquoi on vous propose aujourd'hui cette dynamique-là, quelque part, quand on parle international, on va parler d'export et donc de recherche, animation de ses partenaires distributeurs. On va parler de transport avec l'enjeu logistique. On va parler d'implantation avec le développement des filiales. Quand on parle de responsabilité, on va parler d'environnement, la matrix carbone, de RSE avec les mesures d'impact et d'engagement pour tout ce qui est lié à la durabilité. Et finalement, nous, notre pari, ça a été d'être le pont entre cet international et ce responsable, de retravailler la stratégie, d'amener une vision pour vous permettre non pas de ne pas être responsable, d'être carboné et de manquer de consonance locale, mais véritablement de concilier les deux et de vous engager dans un international responsable, vertueux, ancré localement et de mettre en œuvre aussi des démarches d'éco-circularité ou toute autre démarche qui viseront à améliorer votre empreinte carbone et votre trajectoire RSE. Quand on pense à l'internationalisation bas carbone, on pourrait l'imaginer un petit peu comme un cloud, comme l'est cette photo, c'est-à-dire un nuage de plein de choses. Par où on s'y prend, par où on commence à prendre le sujet. Aujourd'hui, Yvon et Lola sont aussi là pour nous éclairer sur l'aspect réglementaire. C'est vrai que quand on le prend par l'aspect réglementaire, on va faire un focus sur l'empreinte carbone qui va nous amener en termes de chaîne de valeur à aller travailler sur notamment la politique transport et la politique appro. Mais cette dernière, quand on parle international, si on n'embarque pas son écosystème, on a du mal. Si on ne sait pas comment mesurer l'empreinte carbone de son distributeur implanté à Singapour ou au Mexique, on aura un bilan carbone relatif en termes de champ de couverture. Et si on ne met pas en place les bons outils de pilotage, si la gouvernance n'est pas sensibilisée, si on ne met pas en place une politique d'harmonisation de ses partenaires, de ses fournisseurs, c'est pareil, on aura un engagement assez relatif. Donc on le voit bien finalement aujourd'hui, nous, on va prendre le carbone par le réglementaire, mais cette trajectoire bas carbone, cette internationalisation responsable, elle va avoir un champ, un écho sur un certain nombre de domaines. Donc aujourd'hui, on zoome sur le carbone et dans les prochaines semaines, on vous proposera d'autres champs d'intervention. L'idée là, c'est qu'on va écouter aussi comment les entreprises aujourd'hui répondent à l'enjeu carbone en ayant l'écho d'Amélie, avant de passer la main à Yvon Martinet qui nous parlera du cadre carbone et du réglementaire. Amélie, un petit peu, est-ce que tu peux nous donner le tempo des entreprises, la manière dont elles s'y prennent, pourquoi elles s'y prennent, c'est quoi les leitmotifs? On l'a vu avec Altios, mélange de nos équipes, notre vision sur le développement international et la nécessité aussi d'accompagner nos clients sur des enjeux réglementaires qui se corsent. Oui, merci Gaëlle. Donc effectivement, donc BPI France, c'est la banque publique d'investissement. Donc nous accompagnons, nous finançons des entreprises à chaque étape clé de leur vie, dont le développement à l'international fait partie, et c'est un gros pan d'activité de BPI France. Alors depuis 2 ans, donc on a lancé le plan climat, j'aurai l'occasion de vous le réexpliquer. En fait, ça fait vraiment 2 ans qu'on est, j'allais dire, aux premières loges de comment les entreprises, justement, prennent en compte les enjeux de transition dans leur stratégie, que ce soit l'international ou leur stratégie tout court. Et en fait, on a cette chance de pouvoir un peu mesurer leur maturité par les entretiens qu'on mène, par voilà, la compréhension avec elles des enjeux. Et on voit bien que déjà que toutes les entreprises n'ont pas intégré forcément dans leur stratégie l'aspect transition, l'aspect climat. Et notre leitmotiv, et là où on peut avoir de la valeur ajoutée, on peut faire la différence, c'est de pouvoir rendre accessible le conseil. Parce qu'en fait, il y a une nécessité de casser la solitude des chefs d'entreprise face à des sujets extrêmement complexes, que ce soit sur les sujets réglementaires,
mais aussi, et on se le rend compte, les entreprises vont assez facilement travailler sur la facture d'énergie, sur des sujets d'efficacité, mais dès lors qu'il va falloir repenser son business model, c'est beaucoup plus structurant, beaucoup plus compliqué, et souvent ça nécessite que les entreprises puissent avoir accès à du conseil. Donc vraiment, le fait d'être aux premières loges de ces entreprises que l'on accompagne au quotidien, ce qui nous porte aujourd'hui, c'est de pouvoir les accompagner, les conseiller pour leur faire prendre conscience, les mettre à niveau de compréhension et ensuite de pouvoir avec elles les financer et les porter dans leur stratégie et dans leurs investissements. Alors du coup, pour aller dans le fil conducteur, je vous propose une prise de recul et je passe la parole à Yvon pour notamment nous expliquer le cadre carbone qui va impacter les entreprises. Donc on parle bien d'évolution réglementaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce qui nous attend ? Merci Amélie, on est très fiers de cette frise que vous voyez à l'écran et aussi du partenariat qu'on a avec Altios et vous BPI depuis de nombreuses années sur l'internationalisation. Partage avec Altios cette idée simple, nous pouvons vous aider sur les questions juridiques et réglementaires à l'international parce que nous-mêmes nous sommes internationalisés, hein, c'est aussi simple que cela. Et alors sur les questions, on va dire carbone et environnement au sens large, RSE, on est dans notre élément dans ce partenariat parce que la majeure du syllogisme n'est jamais juridique. Elle est toujours technique, elle est technologique, elle est sur ces questions financières et économiques. Et donc, nous ne savons pas qualifier les choses si on ne part pas, évidemment, de la majeure qui est justement la politique et globalement le positionnement de l'entreprise. Vous voyez, sur cette trajectoire, sur cette frise, la trajectoire, elle est très claire. Vous voyez, on part d'une obligation très simple, un bilan carbone, scope 1, comme vous le savez, c'est les émissions directes issues des combustibles fossiles, gaz, charbon, pétrole. Le scope 2, vous voyez, c'est en même temps les émissions indirectes issues de la consommation d'électricité, des réseaux de chaleur. On est en 2020, et vous voyez, en 2022, on élargit au scope 3, cette obligation donc sur les émissions indirectes qui sont situées dans la chaîne d'approvisionnement d'une organisation, c'est-à-dire qui sont indirectement liés à son activité. On a donc maintenant réuni les 3 scopes sur un bilan pour l'ensemble des entreprises. Il y a très peu d'entreprises, comme vous pouvez voir, qui ne sont pas concernées par ce bilan. Et par un décret du 1er juillet 2022, on a élargi le scope donc, et on a élargi les sanctions pénales, j'y reviendrai dans quelques instants, sur un bilan non réalisé ou réalisé de manière non robuste, non vérifiable. Et puis, partant finalement d'un délivrable qui est ce bilan, eh bien, comme vous voyez, la législation européenne, elle a élargi cet ensemble d'obligations à la fois sur l'atténuation au changement climatique, à la fois sur la biodiversité, à travers cette obligation de reporting taxonomie, mais ça, Lola y reviendra tout à l'heure dans le cadre, je dirais, de son intervention. Un règlement qui n'est pas aujourd'hui sanctionné directement par une sanction spécifique en droit français ou dans les 26 autres pays de l'Union européenne, mais qu'il le deviendra à travers la transposition de la directive CSRD, entrée en vigueur, si je puis dire, au journal officiel, en tout cas de l'Union européenne, en décembre 2022, et qui va amener, par la transposition dans les États membres et en France en particulier, à des sanctions qui vont être de nature différente selon les États, mais qui vont globalement amener une responsabilité civile potentielle, pénale potentielle, administrative potentielle pour l'entreprise concernée et ou les acteurs qui participent, notamment sur le rapport de durabilité, j'y reviendrai. Donc vous voyez cet ensemble qui démarre d'un délivrable tout simple qui est le bilan carbone et qui s'élargit avec le règlement taxonomie, puis la directive CSRD, avec quelques règlements comme disclosure dans l'intervalle, à un ensemble qui devient cohérent et qui amène finalement, et c'est la slide d'après, nécessairement une approche par les risques. L'approche par les risques… Oui, dis-moi. Peut-être, Yvon, avant qu'on passe sur la slide d'après, on a beaucoup de chiffres et beaucoup de dates sur cette slide-là. Simplement, pour les dirigeants qui nous écoutent, est-ce que tu peux venir faire le focus sur les quelques dates clés qui les attendent et pourquoi? Clairement, la date clé sur le bilan carbone, elle est déjà derrière nous quelque part, hein, c'est l'élargissement au scope 3 et c'est l'élargissement évidemment en termes de
d'entreprises concernées. Ça, c'est derrière nous. 24, c'est l'entrée en vigueur pour les plus, on va dire pour les grandes entreprises, vous voyez, plus de 500 employés, ce nouveau reporting dit durabilité. Et on a 26, puis 28, l'élargissement progressif à l'ensemble des PME, ETI, PME et je dirais quasiment toutes les entreprises liées, on va dire, à des entreprises sur le territoire de l'Union européenne, à cette obligation de reporting dit durabilité. Donc, on est, je dirais, sur un cycle de 2 ans, hein, 22, 24, 26, 28. Et puis peut-être une autre date intéressante, si je puis dire, c'est 2032, puisqu'en 2032, on n'a plus de marché de quotas, on est rentré dans le SEC 4, hein, pardonnez-moi pour toutes ces, je dirais ces acronymes dans le SEC 4 qui va prendre fin en 2032. Et donc, il n'y aura plus, en principe, en 2032, d'allocation de quotas gratuits de gaz à effet de serre. On aura un marché qui sera un marché, on va dire, ne générant plus de droits à quotas gratuits, et on aura sans doute à ce moment-là une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne. Voilà je dirais, les grandes dates. Très bien, on y reviendra, je pense aussi avec Lola, parce qu'on verra que quelque part, même si au début c'est plutôt les ETI qui vont être concernés, finalement, on l'a vu nous, Altios, on a fait notre bilan carbone pour obtenir de la data, on a été chercher certains de nos fournisseurs qui sont des plus petites PME, ils n'avaient pas forcément la donnée, et en fait, par effet un peu boule de neige, on devrait avoir beaucoup de PME qui vont être amenées à y aller pour des questions aussi de rester compétitifs sur des marchés ou rester connectés à certains appels d'offres. Yvon, on te propose du coup de voir le sujet par une approche par les risques Oui. pour que les dirigeants et les cadres dirigeants qui nous écoutent aujourd'hui et qui sont en train de piloter leur entreprise comprennent l'approche par les risques du sujet. En matière réglementaire et légale, cette approche par les risques, elle simplifie quand même beaucoup l'approche et la méthode, on va dire, qu'on doit déployer. C'est simple, en matière de responsabilité juridique, on a 3 types de responsabilités. On n'a pas 36, on en a 3. On a une responsabilité administrative, hein, au sens large, c'est-à-dire la relation que l'entreprise a avec les pouvoirs publics, nationaux, régionaux, locaux, au sens, je dirais, des obligations qui sont souscrites vis-à-vis de l'État et des différents, on va dire, représentants des administrations diverses et variées. On a la responsabilité civile, qui est une responsabilité qui est liée, je dirais, à des activités qui sont les mêmes, mais qui ne sont pas, je dirais, critiquées par les mêmes personnes. Ce sont par exemple des riverains, des ONG, un ensemble d'acteurs qui ne sont pas l'administration. Et puis la responsabilité pénale, qui, elle, est une responsabilité un peu plus musclée, où on va mettre en cause la responsabilité pénale d'une entreprise en tant que personne morale ou de ses dirigeants ou de ses dirigeants. Et donc, ce triptyque-là, responsabilité civile, pénale, administrative, est un guide pour justement identifier, puis gérer et enfin communiquer sur les risques. Donc, c'est ce triptyque de la responsabilité administrative, pénale et civile qu'on retrouve ensuite dans le triptyque méthodologique qui est comment on identifie ces risques de responsabilité, comment on les gère. Et vous voyez, l'identification, on l'a vu sur la frise, elle n'est pas simple puisque les textes sont d'origine française. On a ici l'actuel article L225-102 du Code de commerce sur ce qu'on appelle encore le reporting extra-financier, qui sera demain le rapport de durabilité. On a la disposition sur le devoir de vigilance. Sans doute avez-vous entendu parler, on va rester sur la slide d'identification quelques instants. Vous avez sans doute entendu parler des procès qui ont pu être faits à Total, à Danone, par le biais du devoir de vigilance qui aurait été prétendument insuffisamment robuste. Donc, c'est un biais par cette loi de 2017 sur le devoir de vigilance. Et puis, on a la réglementation européenne qui, elle, à travers soit la directive CSRD ou les règlements qu'on a évoqués déjà,
crée un nouveau contexte légal et réglementaire qui est en fait deux droits positifs dans les 27 pays de l'Union. C'est un droit qui s'applique, on va dire en France, qu'il soit d'origine européenne ou qu'il soit d'origine française, avec des sanctions. Et c'est la particularité du régime de sanctions. Les textes européens ne définissent pas eux-mêmes les sanctions. C'est vraiment le système, on va dire, je dirais, de régulation européen qui renvoie aux États membres la définition des sanctions, qu'elles soient civiles, qu'elles soient pénales, qu'elles soient administratives. Et aujourd'hui, sur les sanctions, on peut dire que, en dehors de la sanction pénale que je vous ai indiquée tout à l'heure, qui est issue du décret du 1er juillet 2022 sur le bilan carbone, la sanction réelle dans la vraie vie d'aujourd'hui, c'est plutôt une sanction réputationnelle, c'est le name and shame. Donc on est vraiment aujourd'hui sur quelque chose qui est mou, mais on le sait à l'avance, les textes qui vont transposer ces CRD vont amener des sanctions plus musclées, on va dire plus hard law par opposition à la soft law. Voilà pour l'identification des risques, parce que, encore une fois, on doit d'abord savoir de quoi on parle en termes d'obligations légales et réglementaires. Ensuite, comment on va gérer ces risques? C'est évidemment le contrat. Gaël le disait tout à l'heure, on peut être impacté par son client, le client Carrefour, qui fait ce qu'on appelle le document universel de pratiquement 1000 pages et qui commence son rapport universel pour l'AMF par toutes les, si je puis dire, les dimensions extra-financières de son activité et qui continue ensuite sur le gouvernement d'entreprise et qui, dans ces deux aspects-là du document universel, traite taxonomie, traite devoir de vigilance et bien entendu bilan carbone. On a compris que même si on n'est pas directement concerné parce que la taille de l'entreprise est trop petite par la réglementation, on le sera indirectement à travers les exigences que feront les grands groupes. Donc, c'est évidemment ce contrat qui est la base de la gestion de risque en matière légale et réglementaire, des contrats évidemment d'achat, des contrats de vente, des contrats de service. Évidemment, ça s'intègre dans des politiques de revue de ces contrats, de référencement et autres audits que je dirais, les clients peuvent demander à leurs fournisseurs. Et je veux dire, audits qu'ils sont forcés d'accepter, sinon ils sont déréférencés. Le contrat, c'est aussi évidemment la responsabilisation des acteurs de l'entreprise, donc les délégations de pouvoir qui peuvent être améliorées, qui doivent l'être pour que les responsables, on va dire, d'une ligne de service, je dirais, d'une ligne de production, de l'HSE au sens large, des risques supply chain au sens large, soient investis d'une vraie délégation de pouvoir avec la possibilité d'agir, les équipes dédiées et évidemment la compétence dédiée. Les contrats de travail aussi. Et puis il y a un autre grand contrat, et j'aurai bientôt fini sur cette approche par les contrats, on peut transférer les risques à travers l'assurance, à travers un certain nombre d'outils qui sont donnés par le marché. Il y a aujourd'hui des assurances environnementales sur le marché. Elles ne couvrent pas tous les risques. Alors il y a l'auto-assurance, possiblement, c'est la captive qui est évoquée dans la slide. Il y a également des risques qui ne sont pas assurables parce qu'ils sont tout simplement sériels et pas du tout pris en compte par l'assurance. Et à ce moment-là, ce sera géré par le provisionnement, par des outils, on va dire, comptables et financiers qui sont liés, on va dire, à la pratique financière. Et enfin, dans la communication sur les risques, c'est une communication volontaire pour la plupart des entreprises encore aujourd'hui, mais elle crée évidemment cette communication la confiance du marché. Elle crée, on va dire, à travers la complétude et la robustesse de cette information, de vraies opportunités pour l'entreprise qui la réalise. Nous, on est par exemple en tant qu'OTI de TI ou de PME qui n'avaient pas l'obligation de le réaliser par la loi ou par un quelconque texte réglementaire du pays d'origine, qui l'ont fait, et on peut vous dire qu'après toutes ces années de vérification de la DPEF,
elles ont acquis un niveau de compétence et de robustesse sur ces questions qui sont, à mon sens, très importantes pour leur propre positionnement de marché par rapport à leurs clients. Et puis, bien sûr, il y a la communication obligatoire, mais ça, je ne vais pas vraiment beaucoup en parler parce que Lola en parlera tout à l'heure. C'est la communication obligatoire liée à la CSRD qui rentre en vigueur et ce fameux rapport de durabilité. Et puis, c'est la communication obligatoire, c'est la slide d'après, sur le devoir de vigilance, puisque là, il y a dans le cadre de la loi française, mais en général dans les pays de l'Union, une obligation de communication sur le plan de vigilance. Et c'est là d'ailleurs que les procès ont pu avoir lieu ces dernières années. On estime que ce qui est publié n'est pas suffisant, n'est pas complet, n'est pas conforme à la réalité. Et c'est à travers ce devoir de vigilance que les sanctions réputationnelles dont je parlais tout à l'heure ont été un peu mis en œuvre depuis quelques années. Voilà cette vision un peu globale d'une frise qui en gros montre comment on est parti d'un document assez simple qu'est le bilan carbone et où on étend finalement à une politique de décarbonation plus globale à travers un reporting obligatoire. Et donc, on adresse à travers cette frise-là 3 responsabilités distinctes qu'il va falloir gérer à travers des contrats, à travers une communication qui va être soit volontaire, soit obligatoire, intégrative de l'ensemble de ces risques identifiés. Merci Yvon, tu nous présentes le cadre juridique. Peut-être aussi que ce cadre-là peut apporter des enjeux d'opportunités pour les entreprises qui justement vont rentrer dans ce nouveau schéma. Oui, parce qu'en fait, nous, on a perçu ça hein, quand on a fait nos premières missions d'ETI, puis bien entendu, on est le conseil d'entreprises qui ne nous demandent pas de faire justement l'ETI, nous demandent de faire le conseil en amont, les aider à préparer finalement une mission ETI qui ne sera pas faite par nous, mais par d'autres. Et là, on voit bien année après année que ce qui est au départ perçu comme quelque chose d'un peu finalement artificiel, un peu contraignant, pourquoi finalement ces indicateurs ont été donnés, pourquoi en fait on doit faire ce travail. Ça apparaît initialement comme quelque chose finalement à faible valeur ajoutée et à forte contrainte bureaucratique, on va dire ça comme ça. En réalité, si la méthode est bien mise en place et s'il y a vraiment une recherche, je dirais, de la valeur, justement, en 2, 3, 4 ans, le chef d'entreprise bénéficie d'indicateurs extrêmement puissants. Il connaît mieux son entreprise en réalité, mais vraiment beaucoup mieux qu'il ne pensait le connaître avant cette mise en place. Et il est même surpris souvent, le dirigeant, de la qualité finalement de l'information qu'il reçoit grâce à ce qui apparaît au départ comme quelque chose un petit peu, entre guillemets, bureaucratique. Voilà. Et en fait, ça devient très vite des indicateurs opérationnels importants et qui donnent une image, même à l'interne, plus complète et différente en fait. Merci beaucoup Yvon pour ces éclaircissements sur le cadre réglementaire. Et on le sait, la RSE, c'est aussi aller au-delà de ces obligations légales. Et Amélie, j'ai envie de te poser la question sur ce que vous pouvez observer au sein de BPI France sur comment les dirigeants se mettent en transition d'un point de vue écologique et sociétal. Alors, pour ça, je fais un petit détour par les études de BPI France, le lab. Donc, en fait, au sein de BPI France, clairement, on a un laboratoire qui mène des études sur les entreprises, sur différents sujets. Hein. Ça peut être des sujets de conjoncture, mais aussi des sujets d'entrepreneuriat au féminin ou voilà, d'entrepreneuriat dans les quartiers. Enfin, il y a plein de sujets qui sont abordés dans ces études. Et en l'occurrence, on a mené 2 études consécutives en 2020 et en 2021 sur où en sont les dirigeantes et les dirigeants face à l'urgence climatique. Alors, de cette étude, on peut retenir déjà 3 chiffres. Le premier, c'est qu'il y avait plus de 80% des dirigeants, et c'est plutôt rassurant, qui considèrent que le changement climatique appelle à une réaction d'urgence. Donc, la prise de conscience, elle est là.
le dirigeant ou la dirigeante sont des citoyens, voilà, comme les autres. Quand on creuse un peu, on se rend compte qu'il y en a 1 sur 2 seulement qui intègre les enjeux dans sa stratégie, et quand on creuse encore plus, il n'y en a qu'1 sur 3 qui a déjà mis en place un plan d'action. Alors, comment on passe de la prise de conscience à finalement un manque d'action opérationnelle? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les freins? En fait, les personnes, donc il y avait à peu près 1000 entreprises dans le panel qu'on a interrogé, représentatifs PME, ETI, elles nous ont mis en évidence 3 freins. Le premier frein, c'est le manque de moyens financiers. Comment je finance ma transition? Premier frein qui arrive. Deuxième frein, l'absence de technologie ou d'accès à la technologie. Alors, il y a un petit biais parce que les dirigeantes et les dirigeants ont une tendance à être assez technophiles dans leur approche, mais pourquoi pas? C'est un frein à prendre en considération, évidemment. La technologie nous aidera dans la transition. Et puis, le troisième frein, c'est le manque de reconnaissance client. Comprendre par là comment je répercute dans le coût de mon produit ou de mon service le coût de ma transition. Et donc, face à ces 3 freins, finalement, on s'est rendu compte que plus le dirigeant, il était, alors, informé, mais en fait, moi, j'aime bien dire formé, parce que vu la complexité du sujet, c'est de la formation dont on parle, plus le dirigeant ou la dirigeante est formé et plus il va intégrer le climat dans sa stratégie. Et tout ça, j'ai remis un cadre Green Deal Pacte Vert parce que tout ça, toute cette étude-là, elle s'inscrit aussi dans un cadre où il y a énormément de mesures qui arrivent, horizontales, sectorielles, etc., pour les grandes entreprises, pour les banques, mais du coup, par effet d'enchaînement, ça se décline aussi sur nos plus petites entreprises. Et BPI France, dans nos panels de clients, on a quand même une grosse majorité de PME. Donc, elles sont concernées aussi indirectement par ces évolutions. Alors, on peut passer peut-être à la slide suivante. Pour vous expliquer. Oui, vas-y. On va zoomer sur le Green Deal juste après, et on voulait t'interroger aussi, Amélie, sur comment BPI, en tant que banque du climat, s'engage dans l'accompagnement de ses clients. Ouais, exactement. Alors, en fait, on s'est dit qu'on avait un rôle à jouer dans notre. Déjà, on est financeur des entreprises, donc ça nécessite pour nous, comme n'importe quelle entreprise, de s'adapter aussi. Je fais une parenthèse, mais on est comme nos clients, on apprend. Et donc, on a un gros enjeu aussi de notre côté de formation des équipes, ce qu'on mène en ce moment. Mais voilà, j'ai toujours l'habitude de dire avec beaucoup d'humilité aux entreprises qu'on interroge et qu'on accompagne, mais on est comme vous, vous inquiétez pas, on sait que le sujet est vaste et on est comme vous, on apprend. Donc voilà, on se met tous aussi à niveau. En fait, pour construire ce plan climat et à la suite des 2 études qu'on a menées, on a fondé en fait notre action sur 3 piliers qu'on déploie aujourd'hui. Le premier pilier, c'est de soutenir les offreurs de solutions, puisqu'on a une grosse activité de soutien à l'innovation. Donc, il y a ce qu'on appelle des green tech, des sociétés qui proposent des solutions technologiques ou low tech. D'ailleurs, les deux sont intéressantes pour aller dans le sens, donc on va appeler ça des innovations vertes, pour aller dans le sens de la transition, pour aider un certain nombre de choses. Donc ça, déjà, c'est un premier gros pilier d'accompagner cette innovation, de la financer par des subventions, des avances remboursables, des prêts, des levées de fonds. Donc vraiment tout le continuum que l'on peut exploiter sur ces green tech. Deuxième pilier, c'est de soutenir massivement les énergies renouvelables. À vrai dire, il n'y avait rien de nouveau sous le soleil parce qu'en fait, c'est une activité historique de BPI France. Mais voilà, la direction met encore un peu plus un coup d'accélérateur là-dessus. Donc, on va soutenir à la fois des développeurs d'énergie renouvelable, mais aussi des sociétés qui veulent faire de l'autoconsommation. C'est plus que jamais d'actualité. Et enfin, le troisième pilier, et c'est le plus touchy, ça reste le plus touchy, c'est de mettre en transition les entreprises, toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité et quel que soit leur degré de maturité. Et pour ça, donc on le fait via des solutions d'accompagnement et de financement. Et aujourd'hui, pour être en capacité de bien accompagner les entreprises, comme il n'existe pas de référentiel finalement sur où en sont les entreprises dans leur maturité, dans leur action de transition, etc., on mène des entretiens avec elles quand on a des sujets d'investissement qu'on doit financer, par exemple. On va mener des entretiens avec ces entreprises. Donc, on a commencé par des secteurs assez bruns, le transport, le BTP. On arrive sur l'industrie, puis on va déployer d'autres secteurs progressivement. Et en fait, on construit ces entretiens autour de quelle est votre ambition climatique? Quelles sont les actions que vous menez en place et comment vous inscrivez votre modèle d'affaires dans un monde bas carbone? C'est vraiment comme ça qu'on structure, avec plein de questions différentes. Et en fonction de ça, on les oriente sur ce qui nous semble être le plus juste pour se faire accompagner, pour aller plus loin dans leur démarche. Donc, du coup, je pense qu'on peut passer à la slide d'après, parce que du coup, je vais un peu plus rentrer dans les sujets d'outils d'accompagnement. Donc, comme je disais en introduction, en fait, notre leitmotiv, c'est de rendre accessible le conseil. Donc, on n'a pas réinventé la roue. Nous, on ne donne pas de conseils. Ce n'est pas notre métier. Par contre, on a construit des dispositifs avec un partenaire qui est très important, qui est l'ADEME, pour venir monter des diagnostics notamment, pour rendre accessible le conseil. Donc, en fait, on va faire appel à des consultants
qui sont des consultants qui sont sur le marché, et on va les missionner via un diagnostic qu'on va packager avec plusieurs jours de conseils et qui vont venir aider les entreprises à faire des premières actions de transition. Donc, alors, il y a plusieurs échelons en fonction de où on en est dans cette transition. Donc, évidemment, on adapte, comme je disais tout à l'heure, en fonction de la maturité de l'entreprise que l'on cerne. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a des choses qui sont totalement en open source. Ça, c'est notre mission d'intérêt général. Donc, sur notre site internet, il y a un climatomètre, il y a un impactomètre aussi. C'est deux questionnaires un peu différents, mais qui vous permettent en quelques minutes, en répondant à un certain nombre de questions, de jauger déjà votre degré de maturité. Et puis par ailleurs, via BPI France Université, il y a beaucoup de choses en e-learning pour monter en compétence sur c'est quoi l'éco-conception, c'est quoi un bilan carbone, comment j'impacte le sujet de la biodiversité dans ma stratégie. Voilà, il y a plein de choses en open source. Ensuite, on va aller sur des diagnostics, donc qui sont payants, mais il faut savoir que le reste à charge est à peu près, donc les prix qui sont affichés, c'est moitié prix par rapport à ce que ça coûte sur le marché classique. Et c'est là où on mandate un consultant dans l'entreprise pour venir aider à faire des premières actions. Ça peut être un diag écoflux, où on va venir aider l'entreprise à mesurer ses consommations de matière, d'énergie, d'eau, de déchets, mettre en place des indicateurs et mettre en place surtout une feuille de route pour faire des actions de réduction. Il y a aussi le diag décarbone action pour permettre à l'entreprise de faire un bilan carbone, d'écrire une feuille de route et de commencer à valoriser les premières actions. Donc, ça s'échelonne sur plusieurs mois. Il y a également un diag autour de la performance énergétique des bâtiments qui s'appelle le Perfimo. Et il y a un autre diag qui vient juste de sortir et qui n'est pas sur la slide, qui est le diag éco-conception, donc pour réaliser une analyse du cycle de vie d'un produit, pour comprendre l'impact sur tout l'ensemble de la chaîne de valeur de ce produit. Donc, vous voyez qu'on a à chaque fois essayé de voir en fonction de où on était l'entreprise, sur quel sujet on la prend. Parfois, le diagnostic sur la performance énergétique des bâtiments ne sera pas adapté parce qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu. Par contre, le bilan carbone sera essentiel pour comprendre, notamment dans le scope 3, qui est le plus lourd en général, où sont les impacts et comment je peux les travailler. Donc, voilà pour les diagnostics. Il y a également le VTE vert, qui est donc le volontariat territorial en entreprise, qui est une subvention lorsque l'entreprise souhaite embaucher un jeune sorti d'école pour venir aider à écrire une feuille de route ou mener des actions. On sait que dans les PME, il y a souvent un sujet de taille critique, d'où l'intérêt de peut-être aller, via une aide à l'embauche, prendre un jeune en alternance, en CDD ou en CDI pour aider à ça. Et puis, quand les entreprises sont un peu plus matures, on a des programmes d'accélérateurs plus longs, un peu l'école du dirigeant. On dit toujours on fait revenir les dirigeants à l'école, mais c'est un peu ça. Donc, on le fait en partenariat avec des grandes écoles pour, de manière collective, puis individuelle avec des consultants, travailler les feuilles de route de décarbonation. Et une fois que voilà, on accompagne ces entreprises sur ces diagnostics, ces feuilles de route et qu'elles ont eu accès à du conseil qui leur ont permis d'avancer et de challenger leur modèle d'affaires, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit. Comment je vais vers une économie de la fonctionnalité, comment je travaille ma feuille de route de décarbonation, comment je fais du renoncement aussi parfois à certaines activités. Et ben, la résultante, c'est qu'il y a beaucoup d'investissements à financer. Le financement, il est clé, en fait, dans comment j'arrive à faire un virage parfois important dans la manière dont j'exerce mon activité. Donc, on a un continuum. Là aussi, en fonction des entreprises à qui on s'adresse, on va pouvoir accompagner des offreurs de solutions en fonction de leur innovation et où elles en sont. Et puis, les entreprises en transition, on va pouvoir les financer de manière complémentaire. C'est toujours complémentaire à ce que font les banques traditionnelles. On n'est pas une banque traditionnelle parce qu'on n'est pas une banque de flux. On va toujours s'insérer dans un plan de financement pour aider au bouclage. Donc, souvent, on va le faire par des prêts sans garantie qui vont permettre à l'entreprise de financer ce que les banques traditionnelles n'aiment pas trop financer, c'est l'immatériel. Ça peut être des dépenses de R&D, ça peut être du besoin de fonds de roulement, des recrutements, du temps passé, voilà, toutes ces dépenses un peu qui ne rentrent pas dans les cases. Et c'est souvent sur des durées longues et intégrant du différé de remboursement en capital pour laisser le temps aux trésoreries de se refaire un peu la cerise avant d'avancer dans le projet. Et puis par ailleurs, on a des financements bien adaptés, toujours en partenariat avec les banques sur des prêts destinés aux énergies renouvelables et à la méthanisation. Donc là, il y a un volet très technique et on a des experts en interne, bien évidemment, pour accompagner ces projets-là. Donc voilà, à retenir vraiment à la fois de l'accompagnement, aide à l'écriture de feuilles de route et ensuite financement des investissements par du prêt et des subventions pour les parties innovation. Merci beaucoup Amélie tout à l'heure et j'en profite sur une question d'un participant, c'est qu'on a mis l'accent sur le réglementaire, sur la sanction, sur éventuellement des sorties de certains marchés et à juste titre, vous êtes avec nous équipe BPI, on a aussi nos partenaires bancaires Crédit Agricole LCL qui sont là, on a aussi des fonds d'investissement qui sont présents à ce webinaire et qui sont autour de nos clients aujourd'hui et l'enjeu de la dépréciation financière est un enjeu important aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné,
Moi, je discutais avec un dirigeant qui avait développé un calculateur carbone et qui me disait, mais dans quelques années, on demandera un bilan financier et un bilan carbone. Et on vous voit, vous aussi, BPI, réagir à de plus en plus à ce sujet-là. On voit les banques commencer à réfléchir à mettre en place voilà, des indicateurs, des taux bonifiés, en tout cas une appréciation maintenant sur les comités d'engagement qui prend en compte l'empreinte carbone et qui finalement, si on ne le fait pas, peut amener aussi une forme de dépréciation. Donc, t'en parlais tout à l'heure, Yvon. Peut-être vous écouter tous les deux, Yvon et Amélie, sur aussi comment le monde des investisseurs voit le sujet aujourd'hui de l'alignement à une politique responsable et cette notion de dépréciation financière. Alors, sur le sujet, c'est évidemment depuis une bonne vingtaine d'années que dans la due diligence d'acquisition ou de vente des entreprises, on a une dimension, entre guillemets, environnementale puissante, hein, forte. En tout cas, on a vu un changement de monde à partir des années 2000, début on va dire 2000-2005. Donc, de toute façon, dans la valorisation de l'entreprise, il y a une prise en compte d'ores et déjà très claire par l'ensemble, on va dire, des acteurs, investisseurs et autres, je dirais, acteurs je dirais de ces due diligence, de la dimension environnementale. On a ensuite une dimension ESG qui s'est agrégée, hein, si je puis dire sociale et gouvernance, à travers des rapports ESG qui sont venus compléter les rapports environnementaux stricto sensu des bureaux techniques environnement. Et donc, la question de la valeur, que ce soit sur un share deal ou un asset deal, est de toute façon liée à cet ensemble-là. Et la taxonomie et globalement, on va dire, l'ensemble des textes qu'on a vus dans la frise, CSRD évidemment en tant que voiture balai, amène à un fléchage, très clairement, un fléchage des investissements que le réglementaire finalement oblige du côté des investisseurs vers les projets, on va dire, vertueux, décarbonés, d'une robustesse, on va dire, vérifiable et auditable. Donc, on est en train de finir ce parcours qui a démarré par la prise en compte du passif environnemental, on va dire, classique dans la due diligence d'entreprise, à la vision de la politique globale vers sa décarbonation pour en faire soit la valeur, soit, comme tu disais, une non-valeur ou une moins bonne valeur, un passif tout simplement. Et c'est vrai que dans la recherche des TRI, je pense que les TRI seront bien meilleurs sur les entreprises à politique décarbonée que sur les entreprises qui tâtonnent encore. Ça me paraît assez évident. J'abonde dans ton point hein, sur l'émission aujourd'hui qu'on a de recherche de cibles. Il y a quelque temps, on entendait encore et en bonus, trouvons l'engagement responsable de la participation ou de la société à acquérir. Aujourd'hui, c'est clairement dans le cœur des dispositifs sur lesquels on travaille. Nous, notre cellule M&A, elle intègre aussi ces sujets-là. Et on a de plus en plus de partenaires fonds d'investissement qui ont des équipes ESG qui voilà, cherchent aussi à savoir comment j'emmène mes participations là-dedans et comment je les conseille au maximum pour que leur trajectoire, y compris des acquisitions futures, soit en ligne avec ces engagements et cette politique. Mais si tu permets, la grande différence, si je puis dire, hein, apportée par taxonomie, enfin disclosure taxonomie et CSRD ensemble, hein, c'est qu'avant tu regardais la cible, tu le regardais intrinsèquement la cible et tu disais là, moi, je ne veux pas investir à ce montant-là. Je ne veux pas faire cette opération en tant qu'acquéreur à ce montant-là parce que l'ensemble, on va dire environnement ESG, il y a des limites trop fortes, il y a des zones d'ombre trop fortes. Et puis, il n'y a pas de garantie de l'autre côté. Donc, comme je n'ai pas beaucoup de garanties, je ne vais pas faire cette opération ou je ne vais pas la faire à ce prix-là. Là, c'est l'amont, c'est-à-dire que l'investisseur lui-même, il est contraint d'expliquer ce qu'il a décidé de faire en termes de politique d'investissement. Donc, c'est vraiment la boucle bouclée. Ce n'est pas seulement une vision sur la cible, c'est la vision sur l'investisseur qui, lui, doit le justifier, expliquer, reporter sur le fléchage qu'il a pu faire de ses investissements en tant qu'organisme financier. C'est là où il y a vraiment, je pense, un changement vraiment de nature de la due diligence et je pense vraiment
On utilise trop ce terme, mais pardon d'utiliser, mais je pense vraiment à un changement de paradigme. Il y a un changement de paradigme. Très bien. Merci beaucoup, Yvon. On bascule chez toi, Lola, sur Vue de Bruxelles. Si tu peux nous éclairer sur le Green Deal, la taxonomie et la CSRD. Oui, tout à fait. Alors, d'abord, un mot sur le Green Deal, hein, qui est un peu le buzzword européen pour désigner cette vague réglementaire ou non réglementaire d'ailleurs, mais en tout cas qui vise à emporter cette transition verte des entreprises et des acteurs financiers, hein, au sens large. Ce Green Deal, il vient d'un objectif que s'est fixé l'Union européenne il y a 2-3 ans, qui est d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Vraiment, c'est tout par-delà. Et pour atteindre cet objectif-là, l'UE, donc l'Union européenne, s'est dotée d'un pacte vert, le Green Deal, qui vise à adresser une réponse holistique à cet objectif qui est extrêmement ambitieux. Et donc, ce pacte vert, il se décline en 2 volets de façon assez schématique. Il va y avoir d'abord des financements européens massifs. Il y a d'ores et déjà des investissements européens massifs qui sont fléchés sur la transition des entreprises et la décarbonation donc, des entreprises également. Et deuxième volet, l'axe réglementaire qui vise à faire évoluer les acteurs et les secteurs économiques. Donc, c'est effectivement une pression, mais qui vise à accélérer un peu les efforts de chacun pour qu'on puisse tenir cet objectif de 2050. Et cet axe réglementaire, il va toucher les entreprises, on va y venir, à travers notamment des nouveaux rapports de durabilité. Je veux bien qu'on revienne sur la slide, pardon, Marine ou Lucie. Ouais. D'abord, action sur les entreprises à travers des nouveaux rapports de durabilité modernisés. Et on va vous en parler, c'est ce qu'on appelle la CSRD, où on va chercher à rendre les informations plus comparables, plus précises, plus intelligentes aussi pour les entreprises elles-mêmes. On va aussi agir sur les acteurs financiers, comme les banques, les assureurs, les fonds d'investissement, avec une stratégie européenne dédiée pour les pousser à également mieux intégrer ces dimensions ESG dans leur politique de financement. Et enfin, on va se doter des nouveaux référentiels communs européens pour parler un langage commun, parce que quand on parle du vert, il faut encore qu'on puisse le définir ensemble. Et donc, c'est l'exemple de la taxonomie dont je vais vous parler dans un instant. Donc, la taxonomie européenne, qu'est-ce que c'est en bref? Eh bien, c'est cette définition commune du vert. C'est un référentiel commun, c'est un dictionnaire qui vient classifier des activités économiques qui peuvent être qualifiées de durables sur le plan environnemental. Et on va les définir à partir de critères techniques et à partir de codes NAS, je vais y venir. Donc, un dictionnaire commun du vert à destination des entreprises et des acteurs financiers. Certaines de ces entreprises, donc les plus grandes, hein, pour faire schématique, et les acteurs financiers vont devoir se saisir de ce dictionnaire pour publier chaque année la part verte de leurs activités. Donc, ils vont se référer à ce dictionnaire et dire, voilà, j'ai X% de mon chiffre d'affaires et ou de mon CAPEX, donc de mes investissements, et ou de mes OPEX, qui peuvent être vraiment alignés avec la taxonomie européenne. Je précise qu'il n'y a pas de pourcentage ou de ratio attendu sur la part verte, hein, des entreprises ou des portefeuilles des banques. C'est simplement une exigence de transparence sur le sujet, donc, de leurs activités. Le premier reporting taxonomique, donc applicable d'abord aux entreprises cotées, il a démarré en 2022. Et puis, il va, dans la durée, toucher plus d'entreprises. Ils vont donc le reporting taxonomie va toucher des entreprises de plus petite taille
Je vais y revenir juste dans un instant. Donc, dans un calendrier plus progressif, donc qui va s'échelonner jusqu'à 2026, voire même après. Comment ces entreprises doivent déclarer donc leur part verte chaque année? Eh bien, elles le font dans ce qu'on appelle la DPEF, la déclaration de performance extra-financière, qui est donc le rapport de durabilité des entreprises, qui lui aussi va être modernisé. On va y revenir. Et l'intérêt, à la fin de cet exercice, donc j'en ai dit un mot, c'est évidemment la transparence, mais c'est aussi de se doter d'un outil, quasiment de benchmark, qui permet finalement aux entreprises de mesurer la distance à l'objectif, puisque la taxonomie, elle a été pensée pour l'objectif 2050. Donc, on ne s'affole pas si on ne répond pas aux critères de la taxonomie. C'est normal, c'est les critères les plus exigeants qu'on puisse établir aujourd'hui, au regard des technologies existantes, pour produire le vert du vert dans chacun des secteurs d'activité listés dans la taxonomie. Mais en tout cas, ça a le mérite de donner un benchmark intéressant sur ces activités-là, à défaut de pouvoir y répondre ou d'être aligné dès aujourd'hui. Donc, les entreprises soumises à la taxonomie, je le disais, depuis 2022, les entreprises cotées de plus de 500 ETP, les banques et assurances de plus de 500 ETP et des sociétés de gestion de capital investissement sur une partie de leurs fonds qui veulent labelliser comme étant verts ou durables. Je ne rentre pas trop dans le détail. Le périmètre, il s'étend pour toucher des entreprises qui seront de plus de 250 ETP et des PME cotées. Donc, c'est vraiment ces deux familles-là d'entreprises qui vont entrer nouvellement dans cet exercice taxonomique à partir de 2025-2027. Ce sera comment dirais-je, un phase-in, donc une entrée progressive. Je pourrais y revenir sur le calendrier plus détaillé pour chacune d'elles au titre de la CSRD dans les slides qui suivent. Mais voilà, il faut juste retenir qu'on va descendre jusqu'aux entreprises de plus de 150 ETP sur ce sujet taxo. Alors, la taxonomie, comment ça fonctionne? Donc, c'est aujourd'hui, prendre la colonne du milieu, 95 codes NAS sont concernés sur un total, vous connaissez donc la nomenclature des activités économiques, sur un total de 700 codes NAS à peu près référencés aujourd'hui. Donc, ça ne couvre pas toutes les activités économiques. Seulement 95 des 700 que je mentionnais à l'instant, mais avec l'idée que le dictionnaire va s'enrichir au fil du temps. C'est la première version du dictionnaire et on a visé, l'Europe a d'abord cherché à définir les activités durables des secteurs les plus émissifs, évidemment. Donc, 3, 4, 5, 6, 7 secteurs que vous avez sous les yeux: agriculture, sylviculture, activités industrielles, énergie, gestion de l'eau et des déchets, transport, bâtiments et construction, technologie de l'information et de la communication. Donc, c'est ces secteurs-là qui sont aujourd'hui couverts par la taxonomie, avec un niveau de granularité assez élevé, je dois dire. Donc, on ne vous a pas mis le sommaire du dictionnaire, mais un lien dans les annexes de la présentation qui vous donnera accès à la taxonomie digitale. Donc, vous pourrez retrouver vraiment le dictionnaire en version digitale, ce qui vous permettra d'aller directement voir des exemples de fiches taxonomie. Donc, c'est 7 secteurs d'activité qui sont concernés. Et alors, ils vont être définis au regard de 6 objectifs climatiques et environnementaux. Les deux premiers que vous voyez à gauche, c'est climat, en rouge, et en vert, c'est ce qu'on appelle les objectifs environnementaux. Et donc, pour donc la condition pour qu'une activité soit considérée comme verte au sens de la taxonomie, c'est que, 1,
il faut qu'elle soit couverte et concernée par le dictionnaire. 2, il faut que cette activité, elle contribue positivement à un des objectifs de la taxonomie, donc climat ou environnement. 3e condition cumulative, il ne faut pas qu'elle porte atteinte ou qu'elle porte préjudice à l'un des 5 autres objectifs de la taxonomie. Donc, c'est vraiment important d'être à la fois avoir une empreinte positive sur l'environnement, mais à côté de ne pas avoir un impact négatif sur les autres dimensions climatiques et environnementales qui sont listées ici. Et enfin, quelque chose dont on parle moins, mais il faut respecter des aspects, des critères sociaux de base qui sont liés à des conventions internationales assez classiques, donc ne pas avoir recours au travail forcé, ce genre de choses, qui, bon, là, ne sont pas, en tout cas, pour les activités établies et réalisées en Europe, ne sont pas un sujet qui peuvent le devenir si effectivement on a des activités hors Europe, puisqu'il faut pouvoir recueillir ces informations. Voilà, donc ce sont les 3 principales étapes comment dirais-je, à suivre pour vérifier si on est taxonomie compliant ou pas. J'ai malheureusement pas le temps de vous montrer des exemples puisque sinon je ne pourrais pas respecter les 7 minutes qui me sont attribuées, mais je vous ai mis une fiche taxo dans les annexes de cette présentation si vous souhaitez vous y référer. C'est très granulaire, encore une fois, et assez exigeant, donc il faut prendre le temps de regarder dans ce dictionnaire les activités clés qui correspondent à votre business, cœur de métier, et ne pas négliger non plus la partie investissement, puisqu'on peut regarder donc la taxonomie au titre du chiffre d'affaires qu'on réalise, mais aussi au titre de nos investissements. Voilà, on peut passer. Du coup, Lola, merci pour ces premiers échanges, effectivement, les fiches pour aller plus loin. Si on plonge sur la CSRD de manière vraiment très simplifiée, en 1 minute, qu'est-ce qu'on peut entendre de c'est quoi, en quoi ça va concerner les sociétés qui nous écoutent aujourd'hui? La CSRD, hein? Oui. Ouais, donc justement, tu fais une transition parfaite avec ce slide. Donc la CSRD, c'est le rapport de durabilité des entreprises. Donc ce qu'on appelait, ou ce qu'on appelle encore la DPEF, la déclaration de performance extra-financière, qui a été modernisée à travers cette directive qu'on appelle CSRD, donc sur le rapport durabilité des entreprises, qui a été adopté en toute fin d'année dernière, qui sera transposé dans les États membres d'ici juin 2024. Et donc là, vont être concernées les mêmes entreprises qui sont soumises à la taxonomie. Donc aujourd'hui, les grandes entreprises, et puis petit à petit, des entreprises de plus petite taille jusqu'à 250 ETP, mais également les banques et les assurances. L'objectif de ce texte, c'est, pardon, si on peut revenir sur la slide juste d'avant, la slide 30. Non, la slide encore avant la CSRD, en bref, voilà, super, 29. Et donc l'objectif de ce texte, c'est d'harmoniser les informations environnementales, sociales et gouvernance que les entreprises vont publier dans leurs rapports. Donc il y a des normes ESG donc, qui sont en train d'être élaborées, qui vont venir vraiment codifier, si j'ose dire, les informations que les entreprises vont mettre dans leurs rapports. Aujourd'hui, ils ont adopté le texte, donc la directive qui est donc le principe de ces nouveaux rapports. La deuxième étape, c'est les normes qui vont constituer le cœur de ces rapports et sur lesquels chaque entreprise va devoir apporter de la donnée, apporter de l'information quantitative ou qualitative. Dis-moi.
Non, j'allais dire peut-être qu'après, on revient sur le calendrier, mais ça, on en a parlé en préambule avec Yvon. Donc peut-être je te propose de venir apporter un éclairage sur voilà, les grands principes de la CSRD et les informations qui vont être demandées à nos dirigeants. Ouais. On peut passer donc à la slide d'après, même suivante, puisque ça c'est le calendrier, si vous l'avez compris. Voilà, ça sera progressif et ça laisse surtout le temps aux entreprises de se préparer, de prendre connaissance de ces nouveaux référentiels qui sont extrêmement riches et extrêmement structurants pour effectivement mieux comprendre son activité, sa chaîne de valeur. Et donc, voilà les 4 grands principes de la CSRD. Je l'ai dit, qualité de l'information, ça va de soi, mais les normes vont aider à atteindre cette qualité. Double matérialité, c'est un concept hyper important, c'est-à-dire qu'on va inviter les entreprises à identifier non seulement les impacts de ces activités propres sur l'environnement, mais aussi la façon dont le changement climatique notamment va impacter ou peut impacter son développement. Ce qu'on appelle la double matérialité. On regarde dans les deux sens pour voilà, mesurer ces enjeux. Autre élément assez nouveau et structurant de la CSRD, c'est le concept de la chaîne de valeur. Et c'est là où les PME qui nous entendent aujourd'hui peuvent, comment dirais-je, mieux appréhender les impacts indirects, mais impacts quand même de ces nouveaux textes pour elles, c'est que les grands groupes ou les grandes entreprises qui seront, comment dirais-je, amenés à publier donc ces nouveaux rapports de durabilité doivent aussi divulguer des informations sur toute la chaîne de valeur en Europe et dans le monde, et donc vont être amenés à se tourner vers les PME notamment avec lesquelles elles travaillent. Voilà, les rapports, ils vont aussi intégrer des enjeux temporels, donc sur des scénarios à court, moyen, long terme, avec des informations qui seront rétrospectives et prospectives. Les informations, elles vont couvrir à peu près tous les échelons, tous les niveaux de l'entreprise. Ça va aller de sa stratégie à sa gouvernance, comment on intègre les questions de durabilité dans la gouvernance de l'entreprise. Il va y avoir des questions sur les sujets ESG avec des indicateurs quantitatifs et qualitatifs assez précis pour pouvoir mesurer des objectifs et les progrès réalisés. La chaîne de valeur, je viens d'en parler, et il y aura aussi une approche par les risques pour aussi voilà, intégrer ces questions ESG sous cet angle-là. Donc, les normes... Peut-être t'écouter sur les conseils, je dirais, que tu peux donner aux entreprises qui nous écoutent sur comment elles peuvent se préparer à ce nouveau cadre, à ces nouvelles exigences. Ouais. Alors, peut-être juste pour justement, slide d'avant. Voilà, ça c'est les normes, c'est très schématique, mais qui sont en cours de préparation. Elles sont donc il y aura 3 niveaux. Hein, je sais que ça reste encore assez théorique pour l'instant, mais je peux descendre en cascade encore longtemps pour arriver jusqu'à chacune de ces normes. Mais d'abord, le tableau d'ensemble. Il y aura des normes qui seront transversales avec, vous voyez, des familles, enfin des normes pour l'environnement, pour le social, pour la gouvernance. Et ensuite viendront s'ajouter des normes par secteur d'activité. Et enfin, des normes spéciales pour les PME, puisqu'il est des PME cotées, hein, j'entends, et même PME non cotées qui souhaiteraient travailler ou se positionner vis-à-vis de ces normes-là. Donc ça, c'est voilà l'architecture. Et donc, pour effectivement arriver à ta question, Gaëlle, c'est la slide suivante, c'est comment on peut se préparer. Eh bien, en se familiarisant avec ces sujets-là. Moi, je pourrais d'ailleurs ajouter une slide à cette présentation qui vous montre à un niveau un petit peu plus détaillé de ces normes, mais de façon très synthétique. Donc, pour chaque famille, ce qu'on demande sur l'environnement, sur le social, sur la gouvernance.
pour vous montrer le type d'indicateurs et d'informations qui sont attendus. Et donc, dès aujourd'hui, je pense que l'intérêt, c'est effectivement d'aller regarder ces projets de normes pour la CSRD, le dictionnaire de la taxonomie, pour comprendre un peu comment se positionner. Bon, si vous y êtes soumis, de toute façon, vous allez ne pas avoir le choix. Mais commencez déjà à un peu vous familiariser avec ces sujets-là, sachant que BPI France peut aussi vous aider à travers ces dispositifs d'accompagnement à travailler sur ces sujets. Mais le mieux, je pense vraiment, c'est de vraiment un peu prendre le sujet à bras-le-corps, hein, d'internaliser une compétence ESG sur ces questions, parce que c'est vraiment un sujet d'avenir. Enfin, je pense qu'il n'y a plus de sujet là-dessus. Donc, internaliser de la matière grise et des compétences là-dessus pour se positionner. Et puis, j'imagine que les associations professionnelles également, dont vous êtes membre, peuvent structurer des discussions là-dessus par filière, ce qui est intéressant également. Mais voilà, en tout cas, c'est extrêmement riche comme indicateur et comme information qui est attendue, et je pense que ça peut que effectivement, comme le disait Yvon, permettre de mieux connaître son entreprise et de créer de la valeur, quoi. Merci beaucoup Lola, on est un petit peu pressé par le temps. Ce qu'on vous invitera à faire, c'est n'hésitez pas à nous adresser des questionnements complémentaires, plus techniques que vous pourriez avoir sur le sujet. C'est un vaste sujet. Donc là, on s'est donné un objectif ambitieux de le vulgariser en peu de temps. Mais ce que l'on voit, c'est que voilà, les réglementations au niveau européen et national sont présentes. Même si tu l'affiches dans le calendrier, les PME qui travaillent avec des ETI, qui elles-mêmes travaillent avec des donneurs d'ordre, qui ont envie d'être vraiment compliance là-dessus, ont finalement poussé les entreprises à aller plus vite. Donc, on a voulu zoomer sur les impacts sur le plan réglementaire. Après, l'idée, c'est de clôturer un petit peu ce webinaire en revenant sur les opportunités, les enjeux de transformation que ça va poser dans les entreprises qui nous écoutent, parce que quelque part, on a parlé de business model aussi qui doit peut-être pivoter, de chaîne de valeur. Voilà, l'idée, c'est que on est sur un projet qui amène à un ensemble de mouvements dans l'entreprise. Quelque part, ça amène à l'entreprise dans son ensemble à se transformer. Quand on décide de se mettre en compliance, quand on décide d'avoir une avance de phase sur la réglementation, quand on décide de se positionner sur des marchés plus exigeants, ça touche à la raison d'être et ça va interroger aussi vos raisons d'être d'entreprise, ça interrogera vos marchés. Yvon a mis l'accent sur des marchés peut-être européens qui sont en train de travailler une réponse européenne. Ce que l'on voit, c'est que l'Amérique du Nord nous observe en disant « moi aussi, je vais arriver et aussi préparer quelque chose ». La Chine a une ambition importante sur les questions environnementales, donc elle est en train aussi de travailler sur ses propres enjeux réglementaires. Donc vos marchés pourraient effectivement être un peu chamboulés par ces nouveaux enjeux réglementaires. Il y a des marchés qui vont peut-être pas être si accessibles que ça, ou des marchés sur lesquels on va se dire on attend un petit peu, ou éventuellement on fait une acquisition locale pour aller racheter une compétence qui est elle-même complètement compliance sur ces sujets-là. Votre proposition de valeur, peut-être qu'effectivement votre offre en lien avec ces enjeux de taxonomie va être amenée à évoluer. Je sais, Amélie, que BPI réfléchit aussi à des filières qui sont plus complexes aujourd'hui sur la manière dont elles peuvent pivoter en termes de business model. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler sur différents projets ces derniers temps dans le domaine du fossile, des énergies fossiles, et je sais que vous êtes aussi en train de changer un peu vos clés, vos dispositifs sur le sujet. Donc, on l'a vu, le business model va bouger. Vos partenaires sont à emmener, aussi bien en amont qu'en aval. Pour beaucoup, c'est assez clair sur comment vous optimisez votre politique bas carbone auprès de vos fournisseurs. Le sujet aussi, ça va être de l'optimiser au niveau des marchés sur lesquels vous êtes, d'emmener vos distributeurs, d'emmener vos parties prenantes, d'emmener vos clients. Et tout ça, ça pose des questions importantes de timing, d'investissement, donc vraiment de stratégie d'entreprise. On a encore un peu de temps pour se mettre en marche côté PME, mais c'est vrai qu'on a de plus en plus de nos clients qui finalement sont tirés. Et c'est vrai que voilà, si on reprend l'annonce d'un Carrefour, Carrefour c'est un groupe, mais Carrefour par effet boule de neige va emmener 100 personnes à s'aligner, et certainement ces sociétés qui vont s'aligner, elles vont aller toucher leurs fournisseurs, elles vont aller toucher leurs partenaires parce qu'elles vont avoir besoin de marquer des points sur leur engagement responsable. Donc c'est vraiment un circuit vertueux, mais qui va vraiment toucher l'ensemble des parties prenantes à plusieurs vitesses. Peut-être pour finir, on va vous présenter une rapide carte qui montre quelque part comment le développement international de votre entreprise peut lui-même être
bouleversés par ces différents enjeux. Voilà, et en lien avec la conformité qu'on vient de longuement évoquer, c'est d'aller voir comment vos stratégies d'internationalisation vont potentiellement être aussi impactées par ce cadre réglementaire européen, mais qui va aussi s'internationaliser. En 2023, là, vous avez une situation qui est peut-être sûrement la vôtre, basée sur des flux d'import et d'export à l'international. Et ce qu'on peut envisager en 2032, si on saisit les opportunités présentes dans ce cadre réglementaire, c'est de réfléchir peut-être en stratégie de hub, donc un hub Amérique, un hub Europe, un hub Asie. On va se baser sur une création de valeur et d'emplois en local. Donc, on va faire évoluer son business model plutôt basé sur ce qu'on va qualifier d'économie de la circularité. Ça va nous permettre aussi d'anticiper les besoins des consommateurs locaux et d'être au plus près de ces besoins-là et d'innover sur l'offre. Ce qui va avoir une conséquence positive aussi sur l'écosystème de fournisseurs locaux avec des approvisionnements locaux, potentiellement une réduction aussi des chaînes d'appro et des flux logistiques, qui va par conséquent potentiellement réduire les flux et l'empreinte carbone de la société, et qui va in fine contribuer à une valorisation long terme de l'entreprise, une valorisation perçue par ses consommateurs, ses collaborateurs, et aussi potentiellement cette valorisation financière dont on parlait tout à l'heure. Et bien sûr, cette valorisation extra-financière. Donc peut-être pour clôturer de notre part, on va laisser la parole après à BPI et DS avocats. L'idée c'est que nous aujourd'hui, la manière dont on a pris le sujet, c'est que ce qu'on voit, c'est qu'on a deux typologies d'entreprises. Une première entreprise qui a vraiment besoin de s'engager sur une feuille de route internationale bas carbone, en lien avec ce qu'on a vu ensemble, en lien aussi avec une compétitivité carbone qu'elle souhaite garder. Et on a une autre typologie d'entreprise qui a plutôt des filiales internationales, des implantations internationales, s'engage dans des projets de partenariat stratégique à l'international. Et là, clairement, elle est dans le terrain de jeu d'une réglementation qui se durcit beaucoup plus fortement. On l'a vu avec Lola, mettre en place la CSRD, c'est une couverture assez large. On a besoin d'emmener vraiment un scope complet, d'emmener toute sa chaîne de valeur, de re-questionner sa chaîne de valeur. Et là, on va avoir des sociétés qui vont nous demander vraiment de les accompagner dans une stratégie RSE internationale. Donc aujourd'hui, nous, on a deux parcours que l'on propose à nos clients. Un premier parcours qui va être vraiment vous permettre d'initier votre transition écologique internationale, notamment au travers d'un temps d'arrêt sur qui vous êtes et tous les impacts que l'entreprise que vous allez devoir gérer au niveau de votre pivotement international. Un travail qui va se faire sur la base du bilan carbone et on va aller consolider, justement, on va rendre intelligent le bilan carbone, parce qu'aujourd'hui, le bilan carbone est encore un peu une photo, comme on va passer une radiographie dans un cabinet médical, il pointe les points sur lesquels on doit travailler, mais potentiellement, il va pointer des problématiques sur les flux entrants sur une politique d'achat, alors que nous, peut-être, on va vous aider à réfléchir votre politique d'achat autrement, réfléchir à pivoter de l'Asie à l'Europe de l'Est, de l'Europe de l'Est à la Belgique ou l'Allemagne. Voilà, ça va vraiment re-questionner votre stratégie de développement et votre stratégie d'importation. L'idée, c'est que vraiment, on puisse travailler aussi sur votre ambition internationale pour vous aider à écrire cette feuille de route internationale durable et puis aussi vous accompagner avec aussi l'apport de BPI sur les leviers de financement sur lesquels vous pouvez vous positionner. On a la chance en France, dans l'Union européenne, d'être soutenu dans ces démarches-là. Vous avez un État, vous avez des régions qui vous soutiennent sur le sujet. Je sais que la région Pays de la Loire est avec nous ce soir aussi et qu'elle a à cœur d'accompagner ces projets de transition écologique. Donc voilà, derrière, il y a un écosystème plutôt positif sur le sujet. L'idée, en tout cas pour notre part, Altios, c'était vraiment de vous apporter cet éclarage sur le zoom réglementaire. Ce qu'on a entendu en construction de ce webinaire, c'est qu'il y a un sujet qui turlupine les dirigeants, les DAF, les responsables RSE qui sont peut-être un petit peu isolés, c'est comment on pilote nos filiales, qu'est-ce qu'on demande en termes de reporting très concret, qu'est-ce qu'on met dans l'extra-financier, c'est un peu la jungle, l'extra-financier aujourd'hui. Donc, on se donne pour objectif de vous proposer un deuxième webinaire sur le pilotage de vos projets internationaux en lien avec les enjeux extra-financiers et le contexte CSRD. Pour notre mot, on aura plaisir de vous retrouver le 4 mai au matin à Nantes avec BPI France, où en fait on propose une table avec des dirigeants, avec des conférences inspirantes qui s'appellera Mettez-vous au vert au-delà des frontières. Donc, vous trouverez tous les éléments dans cette présentation si ça vous intéresse d'être avec nous le matin. On a déjà des chouettes entreprises inspirantes qui seront là. Et voilà, l'idée, c'est qu'on vous proposera un fil tous les mois
sur le sujet de l'internationalisation responsable. On a vu le réglementaire, on re-sollicitera certainement Yvon aussi pour aller plus loin. Et donc, en tout cas, pour ma part, on est extrêmement preneur de tous vos feedbacks sur des questionnements très techniques, très opérationnels que vous allez avoir à gérer en lien avec ce sujet. Je passe un petit mot de la fin pour BPI. Pas facile de clôturer. Alors, je dirais juste que il n'y aura pas de business gagnant dans un monde perdant. C'est un client qui m'a dit ça un jour, j'ai trouvé ça génial, donc je vous partage. Tout à l'heure, je disais qu'on menait des études. Blague à part, en 2021, l'étude qu'on a menée avec les dirigeants, on a regardé des entreprises qui étaient précurseurs et quels étaient les messages de ces entreprises qui étaient carrément en avance. Elles étaient en avance par rapport aux évolutions réglementaires et en fait, elles ne parlaient jamais de contraintes, elles ne parlaient que d'opportunités. Donc, il faut vraiment avoir ça à l'esprit. Opportunité de marché, renforcer sa résilience, consolider ses appuis financiers, hein, on a vu et Yvon l'a très bien expliqué, prendre de l'avance sur les évolutions réglementaires, c'est toujours mieux, et puis travailler sa marque employeur. On a plein de secteurs qui sont en peine de recrutement. Alors, il y a des sujets sur certains secteurs où il manque de compétences, mais il y a aussi un sujet de où est-ce que j'ai envie d'aller travailler et quel sens je donne à mon travail. Et donc, plus l'entreprise dans laquelle je travaille va dans ce cercle vertueux d'entreprise à impact positif et plus les collaborateurs ont envie de venir travailler et restent dans l'entreprise. Donc, c'est un vrai sujet clé. Donc, mot-clé et mot de la fin, opportunité. Merci Amélie. Yvon, un petit mot pour finir de ton côté? Oui, alors bien sûr, plaisir d'être partenaire des deux parcours que vous évoquiez tout à l'heure, le parcours initié et le parcours aligné, pour ces transitions. Parce que le droit, je le disais tout à l'heure, c'est la mineure du syllogisme, mais c'est quand même assez structurant. Je pense qu'on l'a vu, on l'a vu ce soir. Le droit est très structurant dans ce domaine parce que l'entreprise verte, elle est verte, si je puis dire, sur la volonté de ses dirigeants, mais elle est aussi verte parce qu'elle est contrainte par ses parties prenantes et en particulier les investisseurs. Je finirai juste là-dessus pour rappeler tout simplement que dans ce changement de paradigme, le règlement taxonomie regarde les investisseurs. Et dans le règlement taxonomie qu'on évoquait tout à l'heure, il a défini le risque en matière de durabilité comme un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s'il survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle et potentielle sur la valeur de l'investissement, CQFD, sur la valeur de l'entreprise. La double matérialité dont parlait tout à l'heure Lola, c'est absolument exceptionnel en termes de structuration. Un, l'impact inside-out, c'est-à-dire l'impact d'une entreprise sur son environnement écologique et social. Deux, l'impact outside-in, c'est-à-dire l'impact des enjeux environnementaux et sociaux sur l'entreprise. Et ça, c'est la manière dont l'investisseur doit regarder obligatoirement son investissement de demain. On a compris que le changement de business model qui était lié à la déclaration de performance extra-financière, puisqu'il fallait le définir, et il fallait donc chaque année dire pourquoi il évoluait. Avec, si je puis dire, le miroir taxonomie, on voit que tout change et que l'entreprise verte, finalement, ce n'est pas réservé à quelques pionniers et à quelques volontaires, c'est quelque part le modèle de demain. Et donc, c'est là où il faut en faire une opportunité, et notamment à l'international, parce qu'on a une sacrée avance, quelque part, sur le territoire de l'Union européenne, sur ce qui est une contrainte légale et réglementaire, mais qui devient une opportunité en termes de marché, parce que nous sommes une benchmark possible et une référence possible partout dans le monde. Voilà ce que je voulais dire sur le droit structurant et pas bureaucratique. Merci beaucoup Yvon d'avoir insisté sur cette structuration du droit et puis on aura l'occasion aussi de zoomer sur les analyses à 360 degrés qu'évoquait Gaëlle dans les parcours d'internationalisation responsable qu'on met en œuvre, sur tous les autres enjeux, les enjeux de proposition de valeur, les enjeux de stratégie commerciale, les enjeux humains évidemment dont parlait beaucoup Amélie avec cette marque employeur. Et avant de vous laisser poser vos questions ou remarques sur le chat qu'on accueillera, je propose à Lola que vous puissiez adresser un mot de la fin également. Bon, je pense que tout a été dit, mais effectivement, j'ai tendance à penser que ces enjeux-là permettent de devenir peut-être plus agile, plus innovant, plus intelligent. Donc, ne pas regarder ces questions-là comme des épouvantails, mais plutôt comme le moyen d'apprendre et d'être plus agile.
voilà, Gaëlle, elle l'a dit, on a la chance d'avoir beaucoup de soutien financier et non financier en France. Donc n'hésitez pas, si vous en avez le besoin, à vous faire aider pour être accompagné sur ces sujets-là qui restent quand même effectivement assez structurants. Et donc on mesure quand même aussi le côté assez exigeant de cet exercice-là, mais qui en vaut la peine. Un sincère merci à vous tous pour vos interventions éclairantes sur ces enjeux réglementaires, et on l'a bien dit, qui sont avant tout des opportunités pour structurer vos transitions écologiques, environnementales, économiques et sociétales. J'invite maintenant les participants, si vous avez des questions ou des remarques sur le chat, à nous les partager, et on s'en fera l'écho. Sachant qu'on a déjà eu, certaines de vos questions d'ores et déjà. Donc, on s'est permis de faire un peu d'interactif puisque nous, on avait le privilège d'avoir vos questions en temps réel. Et puis, on pourra bien sûr, dans un deuxième temps, si vous le souhaitez, on vous enverra nos contacts à l'issue du webinaire, répondre de façon plus individuelle à ces questions. Et encore une fois, notre prochain temps fort, le 4 mai à 9 h dans les locaux de BPI France à Nantes, sur ce sujet de se mettre ouvert au-delà des frontières et de comment concilier stratégie d'internationalisation et stratégie RSE. Un grand merci à tous pour votre présence ce soir et vos interventions. On vous souhaite une belle soirée. À votre écoute par LinkedIn ou par email sur des sujets que vous souhaitez aussi voir couvrir plus en détail, que ce soit dans le cadre de la communauté du Coq Vert, de BPI, d'actions qu'on veut continuer à maintenir. Il y a un flou sur le sujet international, on veut vraiment l'emmener. Nous, on est convaincus qu'il a l'importance d'être emmené et on voit la valeur de l'emmener. Donc là-dessus, on sera très collaboratif sur des idées que vous nous donnez sur des prochaines actions ensemble. En tout cas, merci à tous. Merci beaucoup BPI France. BPI Bruxelles avec Lola, BPI Nantes avec Amélie. Merci à toi Yvon qui a aussi l'expertise d'apporter le regard du barreau de Bruxelles et du barreau de Paris. Et puis merci aux équipes Altios et à nos partenaires sur cet événement. Très belle soirée à tous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Au revoir.